Madame, monsieur, bonjour. Y a-t-il une guerre de l'eau dans notre région? L'État est-il en mesure de se faire respecter en France? Le lac de Caussade, cette retenue d'eau creusée en toute illégalité par la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne pour l'irrigation est désormais terminée. Coup de force, intimidation, le lac de Caussade a-t-il du sens? C'est le thème de Dimanche en politique. Invité de cette émission, Patrice Franquin, vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, en direct de notre bureau d'Agen. Henri Sabarot, conseiller régional en charge de la chasse, de la pêche et de la politique de l'eau pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et Philippe Barbedienne, président de l'association Cepenso de Bordeaux, la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique ce dimanche matin. Patrick Franquin, Bonjour. y a-t-il un problème de gestion de l'eau en milieu agricole aujourd'hui, notamment en Lot-et-Garonne? À mon sens, pas du tout. C'est juste question de prévoyance et de répartition et de prévenir l'avenir en augmentant les capacités de stockage, tout simplement. Est-ce que vous considérez que ces méthodes sont toujours d'actualité? On va en reparler tout au long de cette émission, notamment ces capacités de stockage. Il y en a beaucoup dans ce département comme dans d'autres. N'y a-t-il pas d'autres moyens possibles? Écoutez, au fil des années, on sait que malgré tout, que la quantité d'eau qui tombe sur le territoire lot-et-garonnais, d'ailleurs partout en Aquitaine, reste sensiblement identique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les besoins augmentent, et pas seulement l'agriculture, même au contraire, l'agriculture, les besoins agricoles restent plutôt stables. Et c'est la population augmentant et les besoins de l'industrie qui augmentant aussi, qui font qu'il faudra stocker plus tôt dans l'avenir. Et en cela, construire du stockage de n'importe quelle façon que ce soit. Il y a plusieurs méthodes pour ça, me paraît tout à fait pertinent et il s'agit d'anticiper les choses. Philippe Barbedienne, vous partagez les propos de Patrick Franquin? Alors, stocker de plus en plus, c'est une bonne idée, ça? Alors, pas tout à fait. Je ne partage pas ces propos pour une bonne raison, c'est que quand on regarde un petit peu les perspectives d'avenir en matière de réchauffement climatique, je crois, hélas, je dis bien hélas, qu'il tombera de moins en moins d'eau sur la région et que donc les barrages resteront aux trois quarts vides ou complètement vides. Il ne suffit pas de stocker, il faut aussi s'adapter à la pénurie d'eau et à cet avenir qui nous menace. Donc je conçois tout à fait que les agriculteurs aient besoin d'eau pour leurs activités, mais tout le monde aura besoin d'eau et l'eau sera de plus en plus rare. Donc il faut qu'on apprenne tous à partager le mieux possible sans sacrifier le milieu naturel. Voilà. Henri Sabarot, lorsque l'on est élu de cette région Nouvelle-Aquitaine et que l'on est en charge de la politique de l'eau, il y a des matins où on est inquiet, où on s'inquiète de la manière de justement préserver cette ressource et de la partager intelligemment. Oui, alors sur ce sujet-là, il y a quelques années que la région Aquitaine, c'était l'ancienne Aquitaine d'ailleurs, a commencé à réfléchir sur ce dossier. Nous avons fait un premier rapport qu'on appelle le rapport Le Treut, il y a quelques années, qui définissait le réchauffement climatique à venir, car je crois qu'on ne peut pas parler de ressources en eau sans parler de réchauffement climatique. Je vais citer 2 chiffres. Actuellement, sur le bassin Adour-Garonne, qui nous intéresse dans ce territoire-là, les prélèvements sont égaux à 1,2 milliard d'eau. On sait pertinemment qu'en 2050, si on prend en cause un réchauffement de 1,5 degré, ce qui est annoncé par les spécialistes, ça fera 30% d'évapotranspiration en plus, et ça fera un déficit en eau de plus d'1 milliard d'eau. Face à cela, je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que vient de dire Philippe Barbedienne. Tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il tombera à peu près la même hauteur d'eau sur notre territoire. Par contre, avec des épisodes très saccadés. Nous aurons peut-être des périodes de sécheresse et nous aurons aussi des périodes où il y aura de gros débits. Et donc, vouloir garder de l'eau dans certaines conditions, dans le respect de certaines procédures, ne me semble pas illogique. Très bien, mais écoutez, justement, on va voir de quelle manière on peut gérer ça et les conflits que ça peut poser sur le terrain. Illustration de cette bataille de l'eau, le lac de Caussade, en Lot-et-Garonne. Cette retenue d'eau a été creusée en toute illégalité contre les décisions de justice. Pour bien comprendre les enjeux, regardez le reportage de Charlotte Gillard. C'est l'histoire d'une guerre de l'eau en plein cœur du Lot-et-Garonne, avec pour champ de bataille cet immense cratère.
Ici, derrière cette digue, la boue pourrait bientôt disparaître sous des milliers de mètres cubes d'eau. La surface du lac, c'est environ 20 hectares. Au plus haut, il y aura 12 mètres d'eau, c'est-à-dire un pied de digue. Et ensuite, tout ce qui n'a pas été cultivé là, sera sous l'eau à quelque chose de près. Un bassin de stockage prévu pour l'irrigation, creusé illégalement par Patrick Franquin et ses collègues agriculteurs. En novembre dernier, alors que le chantier avance, leur autorisation leur a été retirée. Mais grâce au soutien de la Chambre d'agriculture propriétaire du terrain, ils ont décidé de passer outre et d'achever les travaux. Physiquement, il existe, donc il n'y a plus qu'à le remplir. Mais vous allez l'exploiter, quoi. Oui, on l'exploite, bien sûr, oui. Bien sûr. Pas question de gaspiller le million d'euros dépensé pour cet ouvrage, et encore moins de laisser tomber la trentaine d'exploitants à qui le lac de Caussade avait été promis pour pallier la sécheresse estivale. Bonjour. Avec cette ressource d'eau, Thibaut Stuik espérait doubler son rendement de céréales pour nourrir ses poules. La clé, dit-il, pour ne plus dépendre des marchés au grain. Il n'y a rien de démesuré dans notre projet. On est une trentaine d'agriculteurs locaux à avoir besoin de ce projet pour pérenniser nos exploitations dans diverses productions. Certains, ça sera de la prune pour le pruneau d'Agen, d'autres de la noisette. Pour mon cas, c'est pour nourrir mes animaux. Un point de vue que ne partagent pas les experts de l'Agence française pour la biodiversité, ni du Conseil national de la protection de la nature. Ils ont rendu à l'État un avis défavorable au projet, car une fois rempli, la retenue de Caussade creusée sur un affluent de la rivière Tolza pourrait faire pression sur toute la vallée. Le cours d'eau perdrait de son débit, renforçant davantage le risque de sécheresse pour les terres agricoles situées en aval. Patrick Franquin, on vient de vous voir dans ce reportage qui pose bien la problématique. Pourquoi, selon vous, cette retenue est aujourd'hui essentielle, obligatoire, sachant que le projet existe depuis une trentaine d'années? Écoutez, comme l'a dit l'agriculteur qui parlait dans le reportage, Thibaut, il concerne 44 agriculteurs, ce projet-là, pour irriguer environ 350 hectares. Et il faut savoir que ça permettra le maintien de petites exploitations qui auront des assolements diversifiés et pour certaines qui vont muter vers l'agriculture biologique. Sans eau, ces territoires-là se retrouveraient pour certains déserts et iraient forcément, les terres qui seraient cédées par les agriculteurs à la retraite, iraient forcément à l'agrandissement et iraient forcément favoriser certainement la monoculture, la culture intensive sur les surfaces que l'on peut voir à droite à gauche, les surfaces assez importantes et sans qu'il y ait de haies ou quoi que ce soit. Donc avoir de l'eau sur ces fermes-là, ça permet de maintenir un tissu rural aussi assez dense et de faire des productions plutôt spécifiques à petite échelle avec des assolements diversifiés qui sont favorables à la biodiversité. Donc l'eau de Caussade est essentielle pour la vallée du Tolza. Et puis vous parliez de guerre de l'eau. Écoutez, à ma connaissance, quand même, il n'y a pas de guerre de l'eau sur le territoire du Lot-et-Garonne. Et sur le département, il tombe plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau. 3 700 millions de mètres cubes d'eau. Et l'agriculture de cette eau de pluie, elle en prélève 1,5%. Alors écoutez, je ne vois pas comment on peut dire que l'agriculture assèche les cours d'eau et fait même basse sur l'eau qui appartient à tout le monde, c'est vrai. Henri Savarot, la région était partenaire de ce projet au départ, lorsque la première autorisation a été donnée. Donc ce projet, la région le défendait. Oui, la première autorisation a été donnée. Et je crois que c'est ce qui permet de sortir de ce contexte conflictuel. Bon, ça a été dit par le représentant de la Chambre. Je ne pense pas que dans le futur, on puisse faire de l'agriculture sans eau. Les agriculteurs sont souvent otages de systèmes. Il y a 50 ans, on leur a demandé de nourrir la France. Ensuite, on leur a demandé d'équilibrer la balance du commerce extérieur. Et dans le contexte actuel, des réserves multi-usages ou multifonctions, avec l'eau qui tombe et qui quelquefois, mais bien souvent, n'est pas utilisée, eh bien, ça peut servir à la biodiversité. On va revenir sur les problématiques de culture, de biodiversité, mais sur ce lac-là, vous aviez donné votre accord, et puis vous l'avez retiré. Vous n'avez pas donné la subvention prévue, qui était d'1,5 million. Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous allez donner cette subvention? Est-ce que vous allez suivre le dossier et le projet? Suivre le dossier et le projet, bien sûr, et nous le suivons aussi avec tous les élus du Lot-et-Garonne. Est-ce que vous allez le suivre financièrement? Est-ce que vous allez apporter votre contribution? Actuellement, vous le savez, une collectivité ne peut pas verser de l'argent sur un sujet qui est illégal.
le contrôle de légalité aurait vite fait devoir. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce barrage étant construit, qu'il y ait peut-être un projet de territoire un peu plus complet qui aurait pu être fait peut-être avant, mais à partir du moment où ce projet rentrera dans notre politique générale de l'eau, où nous n'avons pas exclu les réserves multifonctions, multi-usages, on y reviendra tout à l'heure, eh bien évidemment, dans le cadre de ces politiques d'aide à l'agriculture, mais aussi dans le cadre de sa politique de l'eau, si ce dossier revenait dans la légalité, bien évidemment que la région l'instruirait et très certainement le soutiendrait. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que c'est un problème de forme aujourd'hui, notamment d'autorisation, mais sur le fond, vous défendez ce dossier. Sur le fond, nous défendons l'obligation de créer des réserves. Ça a été dit tout à l'heure. Quand l'on regarde la projection que l'on peut avoir sur les 50 années à venir, il va manquer un peu plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau sur le bassin Adour-Garonne. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des précipitations utiles, et là je mélange grand cycle et petit cycle de l'eau, sur lequel la constitution de réserves s'avérera indispensable dans les 50 ans à venir. Maintenant, à quoi serviront-elles? De quelle façon les construire? Je crois que là-dessus, il faut sortir de ce contexte conflictuel parce que ce qui a été fait était illégal. C'est ce que dit le nouvel arrêté. Je rappelle qu'à Sivens, c'était légal. Les agriculteurs avaient l'autorisation et les zadistes ont empêché cela. Donc il faut dépassionner ce débat. Il faut bien que tout le monde se rende compte que l'eau est un bien commun qui risque de manquer, lié au réchauffement climatique, et donc trouver des consensus sur toutes ces parties. Philippe Barbedienne, réaction par rapport à ce que vient de dire monsieur le conseiller régional. À Sivens, effectivement, le projet était légal au départ, mais ensuite, quand la justice s'est penchée dessus, il s'est avéré qu'il était totalement illégal. Et tous les arrêtés d'autorisation ont été annulés. Donc ça, c'est un point commun avec COSAD, à savoir que dans les deux cas, les projets sont illégaux. Voilà. Et dans un cas, il ne s'est pas fait parce qu'effectivement, il y a eu tout le buzz autour de la ZAD. Et dans le deuxième cas, il s'est fait parce que la Chambre d'agriculture s'est crue au-dessus des lois et elle n'a pas respecté la réglementation. Voilà, c'est tout. Mais ce que je voudrais rappeler, puisque vous parlez de créer des réserves d'eau, ce que je voudrais rappeler, c'est que sur le bassin versant du Tolza, il y a déjà 728 réserves d'eau qui sont inventoriées par l'Agence française de la biodiversité. Sur ces 728 réserves d'eau, en 2014, il y en avait 566 qui étaient clairement destinées à l'irrigation des cultures. Patrick Franquin, vous contestez ces chiffres. Ah oui. Sur le bassin versant du Tolza, il y a 140 retenues d'eau. Alors, chiffre DDT, chiffre fourni par l'État DDT. Sur le site internet de la préfecture, il est encore question du chiffre de 2014, où il y en avait 566, dont 23 en cours de construction, pour l'agriculture. Et plus largement, il y en avait 728 avec toutes les petites retenues. Concernée, il y en a 140. Donc, et ces 140, ils captent actuellement au moins de 10% de l'eau utile, de l'eau plus utile. Donc, ce qui est un chiffre très très bas. Et si l'on considère d'autres bassins versants. Après ces remarques, je crois qu'il y a des choses qu'on peut laisser dire. D'avoir une politique commune, d'avoir une politique partagée, tant avec les services de l'État qu'avec l'agence de l'eau, qu'avec les chambres d'agriculture, qu'avec les associations de protection de la nature et les élus, eh bien, il faut tracer une trajectoire sur le devenir de notre territoire de par le réchauffement climatique et la faiblesse des ressources. Alors avant d'en arriver là, j'aimerais quand même qu'on refasse un point avec Patrick Franquin. Patrick Franquin, on voit bien que ce lac, il existe. Aujourd'hui, il est même terminé, mais il est fait de manière illégale. Vous êtes donc hors la loi et vous l'assumez ? Complètement. Écoutez, nous, dans sa première phase, le lac donc, a été autorisé le 29 juin 2018. Et ce que l'on conteste, enfin ce qui nous étonne quand même, c'est l'intervention des deux ministres, de Rugy à l'époque, de Rugy qui est encore en poste et Travers à l'époque, qui ont fait une injonction à la préfète de retirer l'arrêté. Et ce qui nous surprend, c'est que malgré tout, la motivation n'a pas été ferme, elle n'a pas été précise. C'est pour ça que nous, on l'a pas accepté. Et par ailleurs, nous avions rencontré... Il y a un arrêté préfectoral qui conteste et il y a 2 décisions de justice également qui donc déterminent que ce projet est illégal. Écoutez, l'administration peut difficilement, le tribunal administratif peut difficilement déjuger l'administration dans les décisions qu'elle prend. Nous avions rencontré, le préfet l'allemand, au mois de novembre, entre les auditions au tribunal, les audiences au tribunal. Et la seule motivation qui nous a évoquée, c'est qu'on était trop près de Sivens dans le temps et dans l'espace. Croyez bien que c'est un argument quand même qu'on ne peut pas entendre.
que les décisions soient prises de façon idéologique sans qu'elles soient motivées. La justice a évoqué d'autres contestations, Oui, notamment oui. sur la gestion de l'eau, justement, oui, pas simplement cet aspect-là. Oui, sur l'incompatibilité au SDAGE, mais dans l'arrêté qui a été publié par la préfète du Lot-et-Garonne et validé, j'imagine, par sa hiérarchie, notamment l'Andrea L'Aquitaine, il y avait écrit que le projet était conforme au SDAGE. Donc le projet remplissait toutes les normes et obligations environnementales et techniques, puisqu'il a été accepté par la DET et par la préfecture et par les services de l'État. D'ailleurs, il avait été instruit et surtout monté avec les services de la DET qui tout le temps ont surveillé l'évolution du dossier. Donc que ce dossier qui a été réalisé sur 3 années par les techniciens de la Chambre d'agriculture, du SDCI et Mais sous la Patrick surveillance Franquin, des services de l'État. il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, ce été- chantier et ce dossier et cette retenue est illégale. Elle est faite de manière illégale. Oui, que je voulez-vous sais. démontrer Oui, en oui. passant en force? Non, écoutez, qu'il y a des décisions qui sont prises sans tenir compte de ce qui se passe localement, parce que ce projet il est soutenu par l'ensemble des politiques de Lot-et-Garonne, les députés, les maires et les sénateurs. Il n'y a aucune opposition locale qui s'est manifestée. L'enquête publique a été validée sans aucune réserve. Donc tout ça, ensuite que de Paris ou de Bordeaux nous disent, écoutez, ce que vous faites chez vous, c'est pas bien parce que ci, parce que là, surtout sans qu'il y ait de motivation précise, et pour l'arrêter, ce projet-là. Et par ailleurs, lorsqu'on a rencontré De Rugy à Paris, même chose, nous on lui a dit, monsieur De Rugy, pourquoi ce projet vous l'arrêtez? Parce que non-conformité au SDAGE. Écoutez, on est d'accord, mais plus de précision. Il n'y a pas eu plus de précision qui a été donnée. Les choses sont trop vagues. Donc, Henri Sabaro, l'argent qui- Henri Sabaro, vous êtes un Oui. élu de la République. Lorsque vous voyez que la décision, l'État ne se fait pas respecter sur votre territoire de la région de Nouvelle-Aquitaine, vous réagissez comment? Je réagis en disant, d'abord en analysant les causes là-dessus. Et ces causes, elles ont été citées. Et un premier arrêté qui est pris, une volonté politique forte. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment sort-on de ce genre de conflit. Car je crois que Philippe Barbedienne est convaincu aussi, il a les mêmes chiffres, il sait qu'il va y avoir moins de pluviométrie, il sait qu'il va y avoir des épisodes très pluvieux. Et donc, faire des retenues multi-usages, multifonctions, pour la région Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas un gros mot. Nous l'avons inscrite dans notre politique de l'eau. Et tout cela, il faut que l'on travaille ensemble, parce qu'il y aura des lieux où ce sera possible. Il y aura d'autres lieux où ce ne sera pas possible. Mais je crois que caricaturer le besoin de l'eau vis-à-vis du monde agricole est une erreur. Nous nous en sortirons que tous ensemble. Et donc, dans ce genre de chantier, dans ce genre de problème, on a dit, on a écrit, et je sais que Philippe Barbedienne le partage ça, il faut qu'il y ait un projet de territoire par derrière. Ce projet de territoire, ça peut être quoi? Ça peut être de l'indépendance alimentaire pour, par exemple, des volailles, ça peut être aussi pour du bétail, ça peut être aussi remettre en service des prairies humides. Donc tout cela, eh bien, il faut y réfléchir, il faut y Il travailler faut y réfléchir, ensemble. mais j'aimerais qu'on vienne et qu'on écoute notamment Béatrice Lagarde, qui est la préfète du Lot-et-Garonne. Attendez, je vous donne la parole ensuite, qui a expliqué ses motivations et qui a expliqué pourquoi ce projet n'était pas légal. On va écouter Béatrice Lagarde. Il y a eu 2 procédures qui ont été entamées les 22 et 23 novembre à l'encontre du syndicat d'irrigation et le 29 novembre contre la Chambre d'agriculture. D'autre part, nous avons fait établir un procès-verbal de constat par la gendarmerie le 27 novembre suite à une mission aérienne de constat des travaux effectués. Monsieur Barbedienne, Oui. vous avez du mal à faire entendre vos arguments lorsque les associations de protection de l'environnement essayent de monter au créneau. Vous avez du mal à vous faire entendre sur ce dossier? Quand on donne la parole, non, on n'a pas de mal à se faire entendre. Ce que je voudrais revenir Mais sur là, ce que... en l'occurrence, vous avez la parole. Oui. Pour autant, vous n'êtes pas toujours entendu ou les travaux se font quand même. Ah, mais parce que malheureusement, dans l'Lot-et-Garonne, le monde agricole a pris l'habitude de prendre de force ce qu'on ne lui accorde pas volontiers. Et là, le barrage de Caussade, c'est un exemple. Mais il n'y a aucune raison que ça se passe pas pour d'autres motifs. Ce que je voudrais revenir sur une chose, sur ce qu'a dit M. Franquin. Effectivement, alors je comprends, je mets même pas en doute sa sincérité. Je comprends qu'il était très, très contrarié par le fait que le premier arrêté
et été retiré. La faute de l'État, ça a été de prendre le premier arrêté. Ce premier arrêté a été pris par l'ancienne préfète du Lot-et-Garonne, la personne qui a précédé Madame Lagarde, et cette personne a pris son arrêté sans se soucier de l'avis de sa hiérarchie, puisque le préfet de région... C'est entendu, c'est entendu. On ne peut pas refaire tout l'historique administratif sur ce dossier-là. On a bien entendu. Patrick Franquin, ce lac aujourd'hui, il est terminé. En tous les cas, il est creusé, la retenue d'eau est prête. Que va-t-il se passer maintenant? Écoutez, nous, on est à disposition des services de l'État pour discuter du projet et puis sortir par le haut de ce nœud. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, il nous reste la mise en eau à faire, ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, et ensuite le lac sera exploité. Et ça n'a pas été dit durant l'émission, là, mais il faut malgré tout savoir que la moitié des volumes est destinée au soutien d'étiage du Tolosa, qui aujourd'hui voit son étiage estival estimé mesuré à 8 litres secondes, et lorsque le lac sera fait, son étiage sera multiplié par 3, il passera à 30 litres secondes. Ça aussi, c'est quand même intéressant pour l'environnement, ne l'oublions pas. Philippe Barbedienne, une question de Philippe Barbedienne. J'avais une question à poser à M. Franquin. Vous avez reçu, du moins j'ai l'arrêté signé sous les yeux, vous avez reçu une mise en demeure de la préfète du Lot-et-Garonne en date du 18 mars, vous demandant sous 10 jours sous 8 jours après notification, de déposer soit un dossier de demande d'autorisation environnementale pour régulariser le lac, soit un dossier présentant un projet de remise en état des lieux. Alors ma question est la suivante. Qu'avez-vous remis, puisque les 8 jours sont écoulés, qu'avez-vous remis comme dossier? Le dossier de régularisation ou le dossier de remise en état? On a remis un dossier de régularisation à la préfète, au service de l'État. Et après, si je peux ajouter quelque chose, lorsqu'on a monté le projet, lorsqu'on a fait le dossier d'autorisation, donc qu'on a remis au printemps 2018, l'ADREA, l'Aquitaine, était tout à fait en accord avec le projet, puisqu'elle est venue à plusieurs reprises vérifier la qualité du dossier et qu'elle a validé le dossier. Donc ce dossier, Henri Sabaro va intervenir. Certes, pardon, je voudrais finir. Certes, la préfète Villaert l'a signé, mais enfin, c'était un accord quand même avec les services environnementaux de l'Aquitaine. Henri Sabaro. J'entends bien M. Franquin qui parle d'un dossier de régularisation, et puis cela va dans le sens souhaité par la collectivité région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour cette raison-là que dans les mois qui viennent, nous avons 2 plénières spécifiques consacrées à la biodiversité, au changement climatique, à la région. Car je crois que là-dessus, on voit que les positions ne sont pas très loin les unes des autres. Il y a un problème juridique et administratif que soulève Philippe Barbedienne. Il y a un problème économique qui est soulevé par M. Franquin. Mais l'eau, bien sûr, ça va servir à la biodiversité. À d'autres endroits, elle peut servir à l'eau potable, elle peut servir au tourisme. Et je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas se lancer dans une guerre de l'eau. On sait pertinemment que nous avons des jours difficiles devant nous. On le résoudra par le dialogue. J'ai entendu là, ce n'est pas le dialogue en l'occurrence. Sur ce dossier-là, ce n'est pas le dialogue. D'accord. J'ai entendu Philippe Barbedienne approuver quand j'ai dit le mot projet de territoire. Ah, oui, faire de l'irrigation pour envoyer du maïs à l'export sur un port de La Rochelle ou ailleurs, on ne peut pas partager. Par contre, si cette même production, elle sert à des productions locales, dans Gassouan-Volaille, j'ai entendu parler de fruitiers, j'ai entendu parler de petites cultures. C'est le cas à Caussade. Des noisettes pour l'exportation. Oui, mais enfin, Henri Sabaro, il nous reste 3 minutes dans cette émission, ça passe très vite. Niches, Patrick Franquin, on a bien compris que vous alliez faire en sorte que ce lac soit opérationnel très vite. Y a-t-il un risque pour les exploitations qui sont en aval? Y a-t-il un risque de pénurie ou de gestion d'eau difficile? Écoutez, justement, le lac est là pour y remédier. Donc, vous voulez parler de cette année ou des années futures Les années futures. Comment ça, la pénurie? Ah, vous voulez dire par rapport à l'eau qu'on capte Oui, absolument. Non, l'eau qui est captée, c'est durant l'hiver, donc c'est durant les périodes de pluie excédentaire. On ne capte pas l'eau durant la période estivale. C'est quand il y a de l'eau en excès qu'on la capte. Et c'est le principe du stockage de l'hiver pour l'été, tout simplement. Patrick Franquin, en dehors de ces retenues d'eau, faut-il envisager également de changer les cultures qui existent aujourd'hui dans votre département? Est-ce qu'il y a une évolution nécessaire? Mais ça, c'est déjà le cas. Écoutez, les agriculteurs, ils s'adaptent aussi à leur environnement et à l'évolution climatique. On est déjà, les surfaces du maïs ont naturellement beaucoup diminué en Lot-et-Garonne et ailleurs. Donc l'eau, il y a bien sûr la gestion de l'eau dans l'avenir, elle passe par deux obligations. C'est ton économie, mais aussi l'obligation d'en stocker un peu plus. Philippe Barbedienne,
comment voyez-vous l'avenir de la gestion de l'eau dans notre région, en Lot-et-Garonne, mais pas simplement? Alors, l'avenir de la gestion de l'eau, elle passera forcément par un partage, parce que l'eau, c'est un bien collectif et qui ne peut pas être privatisé au bénéfice d'une minorité ou d'une partie privée. Donc, moi, je conçois tout à fait que les agriculteurs aient besoin d'eau, mais ils ne sont pas les seuls à en avoir besoin. Et donc, il faudra vraiment qu'il y ait, comme disait Henri Sabarot, un projet de territoire avec tout le monde autour de la table et discuter. À écouter Patrick Franquin, je m'aperçois qu'il y a un manque de communication énorme entre nous, parce que il affirme des choses, je suis convaincu du contraire. Et la vérité, elle n'est pas forcée. C'est pas l'un des deux qui la détient, on n'en sait rien, mais il y en a qu'une. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord un jour, qu'on fasse les mêmes constats et qu'on tire les mêmes conséquences. Cela dit, moi je voudrais pas être. Je pense que c'est pas bien de laisser croire que ce projet va être régularisé facilement, parce que effectivement un projet de territoire, le projet va peut-être devenir conforme aux âges à Dour-Garonne. Par contre, il sera pas conforme à la directive cadre sur l'eau. Et donc, il sera toujours illégal. Voilà le problème. Henri Sabarot, pour conclure, il nous reste une minute dans cette émission. Quel avenir et de quelle manière vous sortez de ce dossier-là et de quelle manière la région s'implique? Dans notre politique de l'eau, la région s'impliquera de manière à trouver un projet de territoire équilibré. Et la région, quand elle vient sur des projets comme ça, on l'a dans d'autres départements, eh bien elle met, je vais employer un peu un terme à la mode, un peu d'éco-conditionnalité vis-à-vis du monde agricole, c'est-à-dire avoir des cultures plus douces, avoir des changements. Mais le monde agricole y est prêt. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer en claquant des doigts. Donc je crois que ce projet de COSAD, qui a beaucoup, qui divise, qui est au contentieux, eh bien, est une bonne chose, de manière à se mettre tous autour de la table pour trouver une porte de sortie qui profite à l'ensemble des citoyens, parce que comme ça a été dit, l'eau est un bien commun et ne caricaturons pas l'agriculture là-dessus. Messieurs, merci, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Patrick Franquin, merci d'avoir participé en direct d'Agen.